technologie, information, communication et société, ainsi que du groupe de recherche GERCOP. Monsieur Sil Monsieur le représentant du recteur de l'université Gaston Berger, Monsieur le CSA de l'UFR SJP, Monsieur le directeur président fondateur d'Africa Jom Center, distingués enseignants-chercheurs, honorables invités, chers panélistes, chers étudiants, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous transmettre mes salutations les plus respectueuses et de vous souhaiter la bienvenue à l'université Gaston Berger. Je me nomme Koumba Bassel Faye, étudiante en Master 2 à l'UFR des sciences juridiques et politiques. Je suis chargée d'assurer la modération protocolaire de cette rencontre. Je vais parler au nom du club CEDEAO qui est particulièrement honoré de vous accueillir à l'occasion de ces panels académiques organisés en prélude de la célébration du 51e anniversaire de la CEDEAO. Votre présence nombreuse témoigne de l'intérêt accordé aux enjeux d'intégration régionale, mais également de l'importance du dialogue entre institutions, monde universitaire et jeunesse ouest-africaine. Comme nous le savons déjà, le thème retenu, l'intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest, enjeux et perspectives, nous invite à une réflexion profonde sur les défis et les opportunités liées à la libre circulation des personnes et des biens, ainsi qu'à l'intégration des chaînes de valeur régionales comme levier d'industrialisation et de développement. Avant de poursuivre nos travaux, messieurs, dames, nous vous prions de bien vous vouloir lever pour observer une minute de silence en mémoire de son Excellence l'ambassadeur Saliou Cissé, qui nous avait fait honorer de sa présence et de son engagement lors de nos premières activités des dates du 7 et 8 février 2025. Son accompagnement et son soutien resteront gravés dans la mémoire du club CEDEAO UGB et de toute la communauté universitaire. Profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de présidente du club CEDEAO de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'occasion de ce panel académique consacré à l'intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi tout d'abord d'adresser nos sincères remerciements à son Excellence Madame Zelma Nopré Fassinou, qui est la représentante résidente de la CEDEAO ici au Sénégal, qui devait malheureusement être parmi nous aujourd'hui, mais des contraintes liées à son agenda institutionnel n'ont pas cependant pas permis sa présence physique. Mais comme nous aimons le dire au sein des clubs CEDEAO, la CEDEAO, elle reste présente partout où vive l'intégration, partout où vive la solidarité et l'engagement de la jeunesse. Et à travers son accompagnement constant à nos initiatives, son Excellence demeure pleinement associée à ces dynamiques que nous célébrons aujourd'hui. Dans cette dynamique, nous allons également exprimer notre profonde gratitude à Monsieur Alioutine, le fondateur d'Africa Jom Center, qui, à travers son accompagnement constant à nos initiatives, est pleinement associé à ces dynamiques que nous célébrons aujourd'hui. Je voudrais aussi exprimer notre profonde gratitude aux autorités universitaires, aux enseignants-chercheurs, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires pour leurs accompagnements et leur soutien dans la réalisation de cette activité. C'est pourquoi nous avons également choisi d'aborder la question de l'intégration des chaînes de valeur et l'industrialisation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, pendant longtemps, nos États ont exporté leurs matières premières sans véritable transformation locale. Et cette situation limite la création d'emplois, fragilise nos économies, renforce notre dépendance excessive, d'où la nécessité même de renforcer la complémentarité entre les États, de renforcer la transformation locale, mais également renforcer la valorisation de nos ressources.
Je reste convaincue que la jeunesse a un rôle central à jouer dans cette dynamique parce que nous ne sommes pas de simples observateurs de l'intégration régionale. Nous devons en être les acteurs, nous devons en être les bâtisseurs et les défenseurs. C'est pourquoi le club CEDEAO de l'Université Gaston Berger continuera avec engagement et détermination à porter cette vision d'une Afrique de l'Ouest plus intégrée, d'une Afrique de l'Ouest plus solidaire et plus prospère. Car au-delà des textes et des institutions, l'intégration régionale, elle demeure avant tout une ambition humaine, un projet porté par des femmes et des hommes convaincus que notre destin est commun. Et c'est ensemble et avec nous que nous continuerons à écrire cette histoire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Jeunesse. Jeunesse éclairée, c'est important. Et de mon point de vue, il faut en prendre acte. Parce que la jeunesse fait de la géopolitique. Ça, c'est très important parce que il nous faut voir quels sont les nœuds gordiens qui n'ont pas permis d'achever la construction de la CEDEAO ou qui bloquent la construction de la CEDEAO et qui ont contribué à l'effondrement, je dirais, à la fracture au niveau de la CEDEAO. Et parmi ces éléments, il y a la question géopolitique. Elle est extrêmement importante parce que nous sommes toujours objets de géopolitique. C'est important. Mais nous ne sommes pas encore des acteurs qui construisent de la géopolitique. Mais pour construire la géopolitique, il nous faut des institutions universitaires. Il nous faut des chercheurs sur la question. Il nous faut une connexion et un réseau des universités ouest-africaines. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que ça fait partie des recommandations qu'il faut retenir. Et cette affaire, c'est important, hein. Le recteur aurait dû être là. Il ne faut pas négliger ce qui se passe. Les autorités politiques auraient dû être là. Ce qui se passe là, il faut comprendre. Nous qui travaillons à la CEDEAO depuis les années 90, qui allons partout, nous comprenons la signification de ce qui se passe ici. Ça, c'est important. Nous comprenons très bien la signification. Et prenez ça très au sérieux. Donc, la géopolitique. Je pense que c'est ici qu'il faut l'élaborer. C'est un espace d'élaboration des savoirs de l'université. Des futures compétences. D'une culture de l'intégration. Une culture de l'intégration qui n'est même pas profonde auprès des autorités publiques. Ça, c'est important de construire. Et c'est ici qu'il faut construire, qu'il faut propager, disperser. Deux, vous parlez d'industrialisation. C'est là où je viens sur un autre problème qui est extrêmement important, la construction d'une géoéconomie régionale. Quand je dis géopolitique, c'est pour dire qu'en principe, on aurait dû avoir un ministère des Affaires étrangères de la CEDEAO pour voir comment nous pouvons avoir des relations internationales harmonisées et ne pas nous faire diviser par les puissances impériales qui sont là, qui sont intéressées par la CEDEAO. Donc la géoéconomie, c'est important. Pourquoi? Parce que cette région, c'est la région qui a le plus d'or. C'est une région qui a l'uranium. Forcément, ça devient pour un enjeu géostratégique pour les grandes puissances. Il y a de l'uranium. Cette région contient le plus de ressources, les terres rares, les ressources vertes, l'énergie propre. Et ça, effectivement, c'est l'industrie de demain. Les voitures électriques, les voitures à hydrogène. Et ça aussi, c'est le point aveugle. Le point aveugle, c'est le fait que on ne comprenne pas pourquoi nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes parce que quand vous prenez le Mali, c'est le premier producteur de lithium au monde. Tout le monde en a besoin. La Chine est en train de l'exploiter déjà. Le Mali, c'est aussi un pays qui a de l'hydrogène. Je pense que c'est le premier pays qui a le plus d'hydrogène au monde. On a commencé à construire des voitures à hydrogène en Chine. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça, c'est les points aveugles de la géoéconomie. Mais si les Africains ne se mettent pas ensemble pour construire des chaînes de valeur, pour voir comment
être complémentaire par rapport à toutes les ressources que nous allons avoir. Tandis que oui, excusez-moi, chers collègues, Ibrahim Silla, Madame la Présidente du Club CEDEAO, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs, Mesdames et Messieurs les experts, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin au nom de Monsieur le Recteur empêché, mais qui me charge de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses ainsi que ses encouragements pour la tenue de cette importante rencontre académique. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le Club CEDEAO de l'UGB pour cette belle initiative qui témoigne de l'engagement de notre jeunesse estudiantine en faveur de la réflexion intellectuelle, du dialogue régional et de la promotion des idéaux de coopération africaine. Le thème retenu pour ce panel portant sur l'intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest est d'une importance majeure. À une époque marquée par de profondes mutations économiques, géopolitiques et sécuritaires, l'intégration régionale apparaît plus que jamais comme une nécessité stratégique pour nos États. La CEDEAO représente bien La circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest, état des lieux, défis et perspectives. Comme nous le savons tous, depuis plusieurs décennies, la CEDEAO porte une ambition forte, celle de construire un espace sans barrières, où les citoyens, les marchandises et les opportunités circulent librement. Sur le papier, les avancées sont réelles, mais sur le terrain, les réalités sont parfois plus contrastées. Aujourd'hui, notre objectif est simple, aller au-delà des discours pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui bloque et surtout ce que nous pouvons améliorer concrètement. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos panélistes. Donc, nous aurons l'occasion d'entendre des experts, des praticiens, des acteurs institutionnels qui partageront leur expérience, leurs analyses et leurs recommandations. D'abord, le professeur Ibrahim Silla. Le professeur Ibrahim Silla est enseignant-chercheur en sciences politiques à l'unité de formation et de recherche des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Spécialiste des imaginaires politiques, de la communication politique, des relations internationales et de la géopolitique. Ses travaux portent également sur les méthodes en sciences sociales et l'analyse du Cher public, en tout cas, je pense qu'on va aborder aujourd'hui une thématique centrale liée à la CEDEAO de manière générale. Et la thématique est intitulée « La libre circulation des personnes et des biens ». Et je pense fondamentalement que si l'on opère une sémiotique de l'intégration, la sémiotique c'est l'étude des signes. L'un des premiers signes de l'intégration, on devrait l'observer à travers la libre circulation. On pourrait introduire là une variable, on va dire, comparative entre ce qui se passe dans l'espace CEDEAO et ce qui se passe dans les autres espaces. Et l'on va constater que partout dans ces espaces-là, la première chose qui nous permet de dire que nous vivons dans une véritable intégration réelle et non pas théorique, c'est la libre circulation. Il suffit d'aller dans le cadre de l'espace Union européenne pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, on peut quitter la France, Paris, la France, aller vers la Belgique, aller en Allemagne, sur la même autoroute, abaissement des frontières, sans qu'il n'y ait aucun contrôle. On peut pratiquement faire le tour pratiquement de l'Union européenne sans qu'il y ait contrôle. Les gens prennent le billet d'avion comme ça, ils descendent à l'aéroport. Ceux qui viennent en dehors de l'espace Schengen sont contrôlés, mais quand vous descendez d'un pays à l'autre, souvent il n'y a plus de contrôle. Les gens, ils vivent concrètement au quotidien l'espace, en tout cas cette intégration, la liberté de circulation des personnes et des biens. Maintenant, pour les biens, ça pose problème. Contrairement à ce que l'on pense, même dans l'espace européen, les biens ne circulent pas aussi facilement qu'on pourrait penser. Parce que ne serait-ce que la cigarette, par exemple, avec la contrebande, les trafics, tout ça, l'alcool et tout ça, il y a des choses, des produits qui sont contrôlés de temps en temps pour empêcher que les trafics. Et je pense que cela nous permet, dès l'instant où il y a un sentiment d'insécurité, le soupçon d'un trafic qui serait possible sur le terrain,
même s'il y a ce principe, cette norme qui voudrait que la libre circulation soit une pratique effective, le sentiment d'être vulnérable ou d'inscrire son pays dans l'insécurité conduit les États à un peu développer des formes de stratégies, de réflexes qui vont non pas dans le sens d'une ouverture, mais dans le sens pratiquement d'une fermeture. Et c'est là où peut-être je reviendrai plus tard, nos États, nos gouvernants devraient trouver le juste équilibre entre la fermeture nécessaire et l'ouverture indispensable. Quand on parle de libre circulation, effectivement, des personnes et des biens, ça découle d'une volonté de faciliter les échanges, de faciliter les investissements, de faciliter le commerce transfrontalier, aussi bien formel qu'informel, de faciliter la circulation des idées, des savoirs, des compétences dans certains métiers pour permettre aux uns et aux autres de circuler. Je pourrais partir, comme beaucoup pourraient partir de leur expérience professionnelle et personnelle, pour déplorer le cas africain de manière générale, mais le cas surtout dans l'espace CEDEAO. J'ai eu la chance de voyager dans un certain nombre de pays de la sous-région. Mais j'ai été étonné par ce que j'appelle le calvaire de circuler dans l'espace CEDEAO. Je l'appelle calvaire parce que c'est un véritable calvaire. Les barrages, les contrôles administratifs, la corruption, les routes défectueuses. Parce que le problème, ce n'est pas seulement la corruption qui est un véritable problème, mais le non-respect même des textes fondamentaux de la CEDEAO. Moi, je suis allé au Togo. Je pourrais donner beaucoup d'exemples africains parce que j'ai voyagé. Mais on me demande à l'aéroport de remplir un nouveau document alors que j'ai le passeport CEDEAO, j'ai la carte d'identité CEDEAO. On me demande de remplir à l'aéroport de Lomé un document avant de rentrer à Lomé. Et il y a une borne, il faut aller remplir un certain nombre d'où je viens, quelle est ma profession, qu'est-ce que je viens faire. Mais je leur ai dit, mais dans quel monde vivons-nous? Moi, j'ai l'impression que j'ai un passeport qui devrait me faire faciliter les choses. Et beaucoup de gens pourraient raconter les mésaventures que nous vivons, aussi bien par les contrôles que je pourrais dire administratifs, là où c'est l'État qui est en cause, en question, mais les contrôles liés à des infrastructures, l'État des routes, tout cela entrave la libre circulation. Parce qu'il n'y a pas encore une fois que la corruption, les barrages au niveau des contrôles policiers, tout cela, en tout cas, freine la dynamique qu'on pouvait escompter, qu'on pouvait espérer dans le cadre de la CEDEAO. Parce qu'effectivement, il y a des vertus de la libre circulation, comme je viens de l'évoquer. Mais ce calvaire, je pense que le principal défi même, je dirais, c'est la libre circulation des personnes et des biens, qui entrave beaucoup de choses. L'un des principaux problèmes, c'est notre incapacité à lire des cartes, ou même à partir de notre lecture cartographique de l'espace CEDEAO, de prendre les mesures qui s'imposent et même de sensibiliser les autorités des différents pays pour leur dire l'intérêt, l'avantage que nous avons à devoir nous inscrire dans la libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, la libre circulation des personnes et des biens ne signifie pas alors un laisser-passer à toutes les formes de trafic et de dérive. Les États ont comme principale préoccupation leur sécurité. Effectivement, le problème, ce n'est pas d'empêcher la libre circulation, mais on le sait en Afrique, le risque circule. Je pourrais parler du risque sanitaire, je pourrais parler du risque alimentaire, je pourrais parler des différents risques, qu'on va dire sécuritaires, avec les djihadistes, les mafias, la drogue qui circule. Est-ce qu'il faut laisser cet espace-là, avec la porosité de nos frontières, avec des frontières qui sont difficilement, on va dire, défendables ou, qu'on va dire, contrôlables? Prenez la frontière du Mali, prenez le Mali exemple. Le Mali, c'est un cas intéressant qui partage ses frontières avec 7 pays, avec des frontières comment contrôler ces espaces-là? Si les États, en tout cas, laissent cette libre, donc on peut comprendre cette volonté légitime des États d'entraver, le mot est peut-être fort, d'empêcher ou de ne pas, de poser des règles, ou même de créer ce que certains sont tentés d'appeler une certaine balkanisation interne de l'Afrique, ou même à contre-courant de l'idéal que l'on se fait, puisqu'il y a un cadre normatif dans le cadre de la CEDEAO, mais on a le sentiment qu'il y a une superposition de cadres qui fait que, au niveau même interne des États, on se réinvente de nouvelles normes pour circuler. De nouvelles normes, c'est pas certainement le fait de l'État, mais l'État est au courant de tous ces contrôles au niveau des aéroports, au niveau des routes.
C'est véritablement un calvaire de traverser l'Afrique, la CEDEAO en voiture, avec tous ces contrôles. Alors que, voilà, on a l'impression qu'il y a le souci de la sécurité. C'est là où j'appelle à un équilibre. D'abord, à un regard, une vision géopolitique, mais surtout à trouver le juste équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre cette nécessité de fermeture nécessaire à certains trafics, à certains problèmes qu'il faut pouvoir gérer, mais de l'autre côté, la nécessité de s'ouvrir à des commerces avec toutes les vertus que nous offre peut-être la CEDEAO en termes d'échange économique de produits. Souvent, quand on parle de la CEDEAO, sans véritablement y croire, moi, j'ai un regard très critique. Je dis souvent, même sur le plan alimentaire, sur le plan des produits que nous consommons, l'on se rend compte qu'on consomme beaucoup plus de produits qui viennent de l'étranger, de l'Occident, plus que les produits qui nous viennent de sécurité. Mais au-delà de sécurité, tu sais, et ça, on le voit déjà au niveau national. Moi, tous les jours, alors, hier, avant-hier, je me suis dit, il faut que je vais écrire au recteur, parce que j'ai le sentiment de vivre ici à Saint-Louis ce que nous vivons dans l'espace CEDEAO, avec des barricades, avec des barrages. Entre Saint-Louis et l'université, il y a au moins 4 postes de contrôle. La douane est là, entre la gendarmerie est là après EDK, il y a la police, de contrôle de police sur la route de Khor. Et quand vous arrivez à l'université, vous avez tous constaté, on a des barrages, on a des barricades. Je vous dis que mais on est en zone de guerre, on est dans quel... Et j'ai l'impression qu'au-delà même de l'université, c'est assez révélateur de l'esprit que nous avons en Afrique de vouloir s'enfermer. Même à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il n'y a pas de menace véritablement. Où les enseignants qui viennent le matin devraient circuler sans problème, où les étudiants devraient rentrer sans problème. Il y a le contrôle des gens qui viennent de l'extérieur, les taxis et autres là. Mais on met des barrages dans tout l'espace CEDEAO à tel point que chaque fois qu'on descend dans un pays, qu'on visite un pays, qu'on entreprend, et ça, il faut même pas tenter de prendre la route pour aller dans d'autres pays africains, on se rend compte que, mais on a beau vanter les vertus de la CEDEAO, la triste réalité est là, nous sommes encore confrontés à ce calvaire de circuler. Ne parlons même pas des produits. Les produits, même s'il n'y a pas d'entrave, nous n'avons pas une certaine culture. Cette citoyenneté-là, nécessaire par rapport à un certain nombre de produits, on devrait avoir ce réflexe de devoir consommer, mais si nous ne commerçons pas entre nous, si nous ignorons ce que nos voisins, les gens, les autres membres de la CEDEAO dans cet espace consomment, nous sommes encore tentés de regarder vers l'Asie, de regarder vers la Russie, de regarder vers la Chine, de regarder vers l'Occident, vers la France, vers les États-Unis, avec qui nous commerçons. Et quelquefois, c'est triste même de le dire, il est beaucoup plus facile de s'inscrire dans la libre circulation vers ses destinations que vers, et cela va handicaper, par exemple, un secteur assez intéressant qui est le tourisme. Ça viendrait très peu à l'esprit de beaucoup d'Africains de dire, écoutez, je vais faire du tourisme dans l'espace CEDEAO, parce que c'est synonyme de contrainte, c'est synonyme de calvaire, à tel point que je pense, l'un des enjeux futurs, pour notre époque en tout cas, c'est de mettre l'accent sur cette libre circulation-là, que ça puisse être une réalité, que la circulation des personnes et des biens puisse se traduire dans des, voilà, dans des politiques qui vont encore accompagner cette libre circulation, sans laquelle on n'a pas ces signes-là, et j'avais commencé par ça, cette sémiotique de l'intégration qui permet de dire, au-delà de nos cartes d'identité et de nos passeports, que nous sommes véritablement dans un système, dans un espace intégré. Moi, j'ai pas le sentiment, et je suis très critique, et partout où je passe, je suis très critique par rapport à l'espace CEDEAO en disant, on n'a pas encore réalisé ce qu'il fallait réaliser en premier. Faciliter autant que faire se peut la libre circulation des personnes et des biens. Voilà les quelques mots introductifs que je voulais partager avec vous, avant de peut-être revenir tout à l'heure à la faveur des questions que vous allez développer. Merci. Des biens en Afrique de l'Ouest.